Est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre les start-upers francophones et anglophones? L'anglais est fondamental pour un entrepreneur francophone. Vous vous exprimez très bien en français. Je suis ghanéen et français. Mais fondamentalement, je dis toujours, moi je suis ouest-africain. Parce que mon père a eu 17 enfants. Du Sénégal jusqu'au Togo, Bénin. On est partout. Mais la qualité de l'éducation ivoirienne n'est pas à discuter. Maintenant, est-ce que ça se transmet dans la création de start-up technologiques avec des investissements consistants, avec un cadre réglementaire et tout ça? Ça, c'est le problème. C'est pas parce que la soupe, enfin les tomates, les oignons, etc., que le jollof ghanéen, c'est le même jollof que le jollof nigérien. D'accord? On connaît. Bonjour à tous et bienvenue à Rising Classic. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Steve Taiwa, un expert reconnu dans le domaine de l'investissement dans toute l'Afrique. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le capital risque, le private equity et les investissements stratégiques, Steve a accompagné de nombreuses startups à forte croissance à travers l'Afrique et l'Europe. Diplômé de Stanford et certifié en finance digitale, il est passionné par l'innovation et le développement durable. Steve, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup de m'avoir à Rising Classic. Je dirais que c'est rare que j'ai l'honneur de parler à l'Afrique francophone, donc c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous pour donner un peu plus de visibilité à l'Afrique francophone. Merci. Super. Donc aujourd'hui, on vous a invité parce qu'on a fait une série d'épisodes où on a discuté un peu au fait de l'investissement en Afrique francophone, la différence fondamentale entre le marché francophone et anglophone, les difficultés aussi des founders francophones à pouvoir lever au fait des fonds et tout cela. Donc on a voulu avoir votre regard au fait critique. Vous avez la chance de pouvoir être bilingue et de pouvoir investir au fait sur ces deux côtés du marché-là. Donc, avoir votre regard critique. Donc, je vais dire la première question déjà. Est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre les start-upers francophones et anglophones? Waouh, il y a plusieurs dimensions à cette question, hein, merci. Ce que je dirais, c'est que la plus grande commonalité, c'est qu'on veut tous bâtir quelque chose sur le continent. Voilà, ça c'est clair et précis. On veut tous construire quelque chose, créer des sociétés et faire améliorer l'environnement qu'on a. D'accord? Maintenant, l'autre aspect, c'est que malheureusement, quand on regarde l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, de manière générale, c'est que au niveau des entrepreneurs, l'anglais est fondamental pour un entrepreneur francophone. Alors que, évidemment, quand on est anglophone, bon, on a des opportunités qui sont beaucoup plus larges. Mais moi, ce que je vois souvent, c'est que ceux qui font l'effort de s'intéresser à l'Afrique francophone réalisent que, un, il y a des opportunités massives, deux, la compétition est moindre, et trois, je pense que les retours sur investissement peuvent être beaucoup plus importants dans un premier temps en Afrique francophone. Et s'ils pouvaient construire une société qui, en gros, est en Afrique francophone, vous avez des opportunités initialement dans une niche, mais très rapidement, vous pouvez transférer ça en Afrique anglophone. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'autre sens. Voilà. Donc, beaucoup de fondateurs, je dirais, anglophones, Nigeria, Kenya, etc., tentent parfois d'aller en Afrique francophone, mais rapidement, s'ils ne prennent pas les vraies mesures, c'est-à-dire d'avoir des cofondateurs ou des équipes locales, elles ont des difficultés. La deuxième barrière, je dirais, en tout cas, bon, sans parler de barrière, en tout cas, l'opportunité pour l'instant, je trouve, en Afrique francophone, c'est que euh, c'est souvent beaucoup plus homogène que l'Afrique anglophone. C'est-à-dire que quand on est dans l'espace de la CEDEAO, on peut aller
relativement rapidement de la Côte d'Ivoire au Sénégal, au Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin, etc. Parce que c'est la même législation, le cadre réglementaire est très très similaire, beaucoup plus proche que d'aller entre Ghana et Nigeria, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué, même si les gens ne comprennent pas en fait ce facteur-là. Donc, pour cette question-là, je dirais, il y a une vraie opportunité de se focaliser sur l'Afrique francophone quand on est dans une société, une start-up dans l'Afrique francophone et faire un scale-up très rapidement dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, j'ai souvent une question que je pose aux gens quand je parle de l'Afrique francophone, c'est quel est le plus grand pays francophone au monde? Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte. C'est la RDC. En plein milieu de l'Afrique. Et c'est ça l'opportunité, quoi. Voilà. D'accord, super, super intervention. J'avais une question au niveau du fait que vous ayez parlé du fait que dans l'Afrique francophone, nos marchés soient plus ou moins homogènes, mais est-ce que les VC intègrent ça dans leurs critères? Est-ce que malgré le fait que nos marchés soient homogènes, ils se disent que, OK, voilà, le marché peut être grand si on commence par exemple à Abidjan, une start-up peut facilement s'étendre au Sénégal, au Burkina, au Mali. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un argument que les start-up francophones peuvent utiliser lorsqu'elles pitchent? Alors, je dirais ça dépend à qui. Moi, je dirais quand elles pitchent aux investisseurs anglophones, elles doivent le faire d'une manière éducationnelle. Je veux vous éduquer sur le marché francophone. Par contre, si c'est des investisseurs francophones comme les Québécois, les Français et d'autres, les Suisses, c'est beaucoup plus simple de leur expliquer ça. Et je pense que c'est un argument de pitch tout en gardant des nuances. Parce que vraiment, bon, même si par exemple le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ça a été des pays amis depuis les indépendances et même avant, comment on construit une start-up au Sénégal, ça ne va pas être la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Même si les cadres réglementaires, fiscaux, de création de sociétés, etc., sont très similaires, l'aspect culturel est fondamental, surtout entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà. Donc, on peut pitcher ça comme un marché beaucoup plus homogène qu'un marché anglophone, oui, mais il faut aussi rester un peu dans les nuances. Voilà. Je pense que c'est un argument, pour moi en tout cas, en tant que VC, et en tant que VC qui connaît l'Afrique francophone, c'est un bon argument. Mais il faut bien comprendre aussi l'investisseur qui est en face de vous avant de commencer à parler comme ça, quoi. Je pense qu'il y a une différence, ouais. Super, super. Je pense que l'un des éléments aussi, je pense que comme question on se posait, c'est surtout par rapport aux fondateurs eux-mêmes. Je connais, pour avoir vu certains fondateurs anglophones et autres qui sont très, on dirait, bold, vraiment très, très audacieux. Est-ce que lorsque vous faites la comparaison entre nos fondateurs francophones et nos fondateurs anglophones, est-ce que vous voyez cette différence-là? Ah, absolument. Et même dans la culture anglophone, c'est encore plus patent. Moi, je fais un classement en fait des entrepreneurs, enfin, de l'agressivité entre guillemets ou le niveau de confiance des entrepreneurs en Afrique, d'accord? Et aussi bien en Afrique francophone qu'anglophone. Et serez vraiment surpris de savoir qui est le numéro un. Les gens pensent toujours que c'est les Nigérians qui sont les plus agressifs. S'il vous plaît, allez parler à des Égyptiens. Vous allez voir. Moi, c'est les Égyptiens, les entrepreneurs égyptiens qui sont les plus hardcore en termes de vente. Ils sont agressifs, Wow. mais ils font ça de manière un peu subtile. Alors que les Nigérians sont plus in your face, right? Après, dans les francophones, moi je dirais, avec l'humour des Ivoiriens, il y a cet aspect un peu plus aller de l'avant, etc. Mais il ne faut pas négliger les Congolais ou les Camerounais aussi, qui sont un peu plus... Voilà. Donc même dans l'Afrique francophone, j'ai des classements. Maintenant, sur la question spécifiquement de la culture, d'entrepreneuriat, etc., je pense qu'il y a un effet où beaucoup de gens veulent, entre guillemets, copier ou émuler en fait
la Silicon Valley ou la façon de pitcher un peu agressive, très confiant, etc., etc. Je pense que réellement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on ait notre propre culture. Le problème majeur qu'on a en Afrique, dans le VC, dans le capital risque et capital investissement, c'est que 70 à 80% des financiers des fonds ont leur capital d'où? Des États-Unis, du Canada, et pour une moindre mesure pour l'Afrique francophone, c'est plus les investisseurs français de France qui dominent. Et donc forcément, ça change en fait la manière de pitcher. Et ça, c'est vraiment dommageable. Parce que, par exemple, si vous voulez pitcher un investisseur local, vous n'allez pas faire votre truc agressif là, ah, je sais tout faire, je sais connaître tout là. Ah, le gars, il va te regarder là, tu sais qui ça? Donc, je pense qu'il faut adapter en fait la manière de pitcher au type d'investisseur qu'on a en face de soi, premièrement. Deuxièmement, comme je disais, il y a une sorte d'attente culturelle dans le VC où il faut être confiant, voilà, tout ça là. Honnêtement, c'est comme acter, c'est comme du cinéma. Par contre, derrière, il faut faire ça en ayant vraiment les vraies bases solides au niveau du business, d'accord? Et ça aide. Donc, quand je vois qu'un entrepreneur connaît son business, connaît ses chiffres et fait un vrai business sur le terrain et doit être coaché pour être un peu plus confiant, ça, on travaille dessus. Parce que c'est ça, c'est que nous, on n'est pas éduqués à parler et tout ça. Là. Hey, les anciens, là, il faut respecter, il faut être… voilà. Ça ne nous aide pas forcément. Et donc, la différence culturelle se fait là, il faut être conscient de ça. L'autre solution que je donne aussi, c'est que si, par exemple, vous êtes cofondateur et CEO d'une startup et on vous a donné un feedback souvent que vous n'êtes pas le meilleur présentateur, bah, il faut laisser quelqu'un d'autre dans l'équipe faire les présentations. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a l'ego des entrepreneurs, hein. Des fois, c'est pas facile. Hein. C'est. Euh, ok. Moi, j'avais une question pour rebondir dessus, sur le côté business. Je voudrais savoir, au fait, lorsque vous comparez les différents pitch decks ou même les data rooms des entrepreneurs francophones, est-ce que vous pensez qu'il y a un certain niveau de maturité générale, au fait, des founders euh, pour apporter, au fait, de la qualité, au fait, à ce niveau-là, apporter des contenus qui parlent, au fait, au VC pour qu'ils puissent prendre des décisions à partir des data? Comment est-ce que vous comparez par rapport aux entrepreneurs anglophones? Ouais. Alors, bon, ça, c'est une question, c'est, comme on dit, c'est autobut. Hein. Ça, c'est un autobut. Malheureusement, bon, vu le volume d'entrepreneurs, d'investisseurs et tout ça qui sont en Afrique anglophone, pardon, automatiquement, la qualité doit être plus élevée pour être dans le jeu. Ça, c'est premièrement. Mais sans négliger aussi les entités qui aident les entrepreneurs. Et donc, moi, je dirais, ça dépend vraiment aussi beaucoup de l'envie des équipes d'apprendre. Parce que finalement, construire une data room, c'est facile. Toutes les informations sont là sur Internet. Tu fais un Google. Maintenant, tu peux même utiliser les ChatGPT, les Claude, tous les trucs là, DeepSeek si tu veux, si tu aimes bien les Chinois. Tout ça là, ça donne toutes les informations directement. Donc, souvent, quand je me rends compte qu'un entrepreneur n'a pas une data room de qualité, ça me donne un mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y a tellement d'informations disponibles que vous pouvez rechercher de manière très gratuite, juste avec un accès à Internet. Et vous pouvez construire votre data room, votre pitch deck, votre modèle financier seul, mais peut-être que vous avez besoin d'assistance, ça je comprends. Mais l'information est disponible. Et donc, si je vois que la data room n'est pas, en tout cas, n'a pas un minimum des informations clés que la plupart des investisseurs demandent, alors je me pose des questions. C'est plus difficile. Ça, c'est clair. Donc, pour la question sur la qualité des deux, je dirais, c'est vrai. En général, et je n'aime pas dire des généralités, la qualité, en tout cas, du package global des entrepreneurs en Afrique anglophone est plus élevée qu'en Afrique francophone. Et après, il faut regarder cas par cas. Il faut regarder cas par cas. Super.
Déjà, moi j'ai deux questions. J'aimerais revenir un peu sur votre parcours. Je vois que vous vous exprimez très, très, très bien en français, alors que je crois que vous êtes d'origine ghanéenne. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se fait et aussi comment est-ce que vous arrivez à l'investissement, que vous parlez un peu de votre parcours. Et la deuxième question, c'est au niveau du contraste qu'il y a entre, on va dire, le Ghana et la Côte d'Ivoire en termes d'écosystème. Est-ce qu'avec votre regard de VC, vous pensez que la Côte d'Ivoire, Abidjan, est en train de devenir un pays qui va attirer les VC dans l'avenir ou il y a encore des choses à faire? Et s'il y a des choses à faire, vous pouvez nous citer quelque chose. Ouais. Waouh, ok, bon. Alors, on va revenir sur la question de l'anglais-français. Donc, moi, je suis ghanéen, mais mon père a eu la possibilité de travailler pour la BAD, la Banque africaine de développement, pendant plus de 30 ans. Et il est décédé, ça fait 25 ans de ça maintenant, d'accord? Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais enfant, de venir souvent à Abidjan, tout ça, pendant longtemps. Et aussi, je suis ghanéen et français. Donc j'ai vécu en France, éduqué en France, etc. Mais fondamentalement, je dis toujours, moi je suis ouest-africain. Parce que mon père a eu 17 enfants, du Sénégal jusqu'au Togo, Bénin. On est partout. Donc j'ai l'occasion de comprendre un peu la culture de beaucoup de mes amis là, et des frères et sœurs qui sont dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle français. Mais en termes de parcours, ça fait plus de 25 ans que je travaille. J'ai une carrière quand même assez diverse. J'ai commencé en marché de capitaux. J'étais trader de produits dérivés, actions, indices et taux. Pendant 3 ans, j'ai travaillé donc sur Londres, Genève et Paris. Et ensuite, j'ai fait 6 ans de consulting, stratégie, opération et technologie, au sein des institutions financières, essentiellement en Europe, entre Paris, Londres, Bruxelles, Allemagne. Je parle aussi allemand couramment. Et donc, j'ai fait ça. Donc, essentiellement, c'est tout ce qui est banque et leur activité de trading, d'investissement, de gestion des risques et tout ça, pendant 6 ans. Derrière ça, j'ai fait un master en finance. Donc, j'étais diplômé de grande école en France, Audencia à Nantes. Et ensuite, après toutes ces expériences-là, j'ai choisi de faire un master en finance à London Business School, où j'ai changé de carrière de partant de tout ce qui est marché de capitaux, produits dérivés et tout ça là. Parce que je trouvais que c'était trop des chiffres et ça n'avait pas proche de la réalité des choses, quoi. Et donc, je suis parti pour tout ce qui est corporate finance, private equity, venture capital. Et donc, j'ai travaillé pendant 6 ans à la Banque européenne d'investissement à Luxembourg pour leur activité investissement du Fonds européen d'investissement pendant 6 ans. Et de là, j'ai quitté le Luxembourg en décembre 2014. Donc, ça fait 10 ans. Je m'étais donné 10 ans sur le continent. Donc, ça fait déjà 10 ans, décembre 2024. Et sur les 10 dernières années, j'ai fait tellement de choses très, très intéressantes. J'ai travaillé dans l'agriculture, la chaîne de la volaille. On va parler de la Côte d'Ivoire d'ailleurs à propos de ça. J'ai une petite anecdote très intéressante. Dans tout ce qui est différents secteurs de l'agriculture, j'ai été chassé en 2017 pour aller au Kenya. Et au Kenya, j'ai géré un programme d'investissement de 360 millions de dollars, la moitié dans les énergies renouvelables et le climat, l'autre moitié dans tout ce qui est activité agricole, dans plusieurs secteurs du domaine agricole, dans 26 pays. On avait un portefeuille de plus de 260 PME et startups. Après ça, j'ai travaillé pour Nations Unies Femmes, la Banque mondiale, différents projets, des projets pour la GIZ, la coopération allemande, etc. Tout ce qui est énergie renouvelable, eau. Même un projet dont il y avait une activité en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, ça s'appelle en français projet eau et énergie en Côte d'Ivoire et d'autres activités. Et donc depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, je gère un fonds santé digitale, biotech et medtech. Et nous avons investi dans 9 startups aujourd'hui dans ce domaine-là. Et je gère aussi un fonds pour les jeunes basé au Ghana que nous sommes en train de monter avec la Banque mondiale et d'autres acteurs aujourd'hui.
Pour l'anecdote sur la Côte d'Ivoire et la comparaison, moi j'ai une petite anecdote. Quand j'ai travaillé dans le secteur de la volaille, dans la région de Brong Ahafo au Ghana, qui est frontalière avec la Côte d'Ivoire, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait des familles des deux côtés de la frontière. Donc des Ashanti et des Baoulés ou des Ani, comme vous voulez, de l'autre côté. Et ils parlent tous les deux Twi, donc voilà la langue. Et beaucoup des hommes ghanéens me disaient qu'ils préféraient marier les femmes de l'autre côté. Et je dis, mais pourquoi? Il y a des femmes ghanéennes là qui parlent de la même ethnie. Elle dit, les Ivoiriennes là, elles cuisinent mieux. Elles vont manger de l'autre côté là, elles vont marier les Ashanti de l'autre côté là, parce qu'elles cuisinent évidemment la cuisine francophone quoi. Avec des trucs. Donc il y avait plein d'histoires comme ça. Je connais même des frères de la même famille, même père, même mère, qui ont un champ de l'autre côté, un champ d'ici, et ils font des business entre eux. Le maïs, les poulets. Donc il y a des poulets ivoiriens là, c'est pas coq ivoire, hein, je sais pas c'est quoi, et qui se retrouvaient au Ghana et inversement. C'est comme le cacao, c'est pareil. Et donc, pour en revenir au rapport entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est très étrange parce qu'au Ghana, malheureusement, il n'y a pas cette culture et la connaissance de l'histoire en fait fondatrice de la Côte d'Ivoire, avec la reine Pokou, la traversée du Comoé, toute cette culture-là est très très présente en Côte d'Ivoire, notamment on voit à Kwaba, il y a même des régions, des coins, à Abidjan c'est Koumassi, Koumassi c'est la capitale régionale ici au Ghana. Donc il y a une vraie culture beaucoup plus Ashanti entre guillemets en Côte d'Ivoire et méconnaissance au Ghana de la culture et des relations en fait qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui doit être révisé dans la mentalité, en fait, la mentalité ghanéenne, pour que les gens se rendent compte qu'en réalité, on est des cousins, sinon des frères, en réalité. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, si je reviens à l'écosystème entre les deux, je pense que c'était ça la question, l'écosystème d'investissement. Et je reviendrai, j'attends la prochaine question. Sur l'écosystème d'investissement, je pense que, étrangement, j'ai toujours trouvé que la Côte d'Ivoire n'était pas assez, comment dire, agressive sur son potentiel économique au niveau technologique. Parce que quand on regarde, moi je prends toujours du recul, je dis, le Sénégal là qui est loin, dans l'autre bout de l'Afrique, alors que la Côte d'Ivoire est plutôt dans le centre de l'Afrique de l'Ouest, avec les relations avec l'Europe directement. On sait que, bon, Abidjan c'est petit, Paris, tout ça là c'est bien, mais il y a une vraie opportunité pour la Côte d'Ivoire de vraiment arriver à un moment où ça devient le centre technologique francophone en Afrique. Il n'y a pas de raison pour laquelle ce ne soit pas le cas. Surtout qu'avec la BAD, les politiques économiques, d'infrastructures et tout ça qui sont là. Moi, ce que je dirais, c'est que... Et surtout, la qualité des gens. Quand on voit la qualité d'éducation des Ivoiriens, on va parler d'un monsieur qui veut aller à la présidence, on verra. Mais la qualité de l'éducation ivoirienne n'est pas à discuter. Maintenant, est-ce que ça se transmet dans la création de start-up technologiques avec des investissements consistants, avec un cadre réglementaire et tout ça, c'est le problème. Moi, je dirais en fait et moi, bon, je parle comme ça, hein, je n'ai pas été à Abidjan depuis longtemps, hein, mais s'il y avait une opportunité de créer des structures qui facilitent en fait l'entrepreneuriat des jeunes, avec des équivalents de la DER au Sénégal, ou des fonds technologiques focalisés sur les jeunes, et surtout pour libérer le capital local massif qu'il y a en Côte d'Ivoire, des entrepreneurs et tout ça, avec des opportunités de détaxer pendant 5 ans des investissements dans les startups, comme le fait l'Angleterre, la IAS, SIAS. Il n'y a pas de raison pour laquelle la Côte d'Ivoire ne devienne pas un hub technologique majeur. Moi, je le dis comme ça. Et si quelqu'un veut des conseils, de l'aide, de la conversation, moi, je suis prêt à venir. Il n'y a pas de problème. Super, super. En fait, tout à l'heure, quand vous parliez de l'éducation, je pense que ça m'a rappelé un peu. Bon, j'ai fait un peu de temps au Ghana.
où j'ai pu c'est quoi, atteindre, je vais dire, l'université. Et j'ai vraiment remarqué la différence en termes d'éducation, surtout entre le système, on va dire, ivoirien et le système ghanéen. Je pense, peut-être que vous pourrez m'en dire plus à ce niveau-là, mais j'avais vraiment plus l'impression qu'au Ghana, euh, on était moins, je dirais, dans euh, finir les cours et avoir le diplôme, mais plus dans empower l'autre, bon, on va dire l'étudiant, à vouloir commencer quelque chose. C'était vraiment, je pense que j'ai vu cette différence-là, surtout dans les heures de cours, le nombre d'heures de cours que vous aviez qu'on avait par jour. J'ai vraiment vu cette différence. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, qui pourrait permettre, bien sûr, disons, on va dire, l'entrepreneuriat des jeunes, tout simplement? Non, probablement. Pour être honnête, aujourd'hui, je ne connais pas très très bien le système en Côte d'Ivoire parce que les choses ont évolué. Je ne sais plus comment les systèmes. Bon, je suis sûr qu'il y a toujours le baccalauréat avec différentes options, maths, physique, etc. Après, l'université ou les classes, les grandes écoles, entre guillemets. Je pense que ce système a fondamentalement pas changé. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que techniquement, au niveau académique, les Ivoiriens, comme les Sénégalais d'ailleurs, sont très très bons. D'accord? Moi, quand je regarde, je me souviens quand je faisais des mathématiques, il y a des gens en terminale ou au bac qui faisaient des cours de mathématiques ou des gens au Ghana, je regardais ça seulement en deuxième année d'université, quelque chose comme ça. Voilà, les calculs d'intégrale, tout ça, enfin, tous ces trucs-là. D'accord? Et donc, au niveau académique, c'est très, très, très avancé. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas effectivement un moyen de libérer un peu plus de temps pour, réduire l'académie qui n'est pas forcément, parfois, pas si important à ce niveau-là, et permettre, en fait, des espaces de découverte, d'essayer des choses. D'accord? Moi, je pense que ça va aussi avec ce que je disais avant. C'est-à-dire, si on peut donner aux universités du financement pour créer des centres d'innovation, des labs, ou des financements pour aider des gens, des étudiants, ou même des diplômés qui n'ont pas de travail, qui sont en train de faire des trucs là, des petits jobs, l'opportunité de se mettre en place ensemble ou tout seul pour créer des choses qui vont vraiment résoudre des problèmes, je pense que ça aiderait beaucoup. Comment le faire? Avec qui le faire? Ça, c'est la question. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a une vraie, pour moi, opportunité, en tout cas en Côte d'Ivoire, avec la manière dont les coopératives et les représentants d'industrie sont organisés. Ça peut vraiment partir de là. C'est-à-dire que l'aspect des associations d'entrepreneurs, de PME et tout ça, et aider en fait et faire des partenariats avec les universités, au Fouet-Boigny, etc., pour créer en fait des centres d'innovation, pour permettre à ces jeunes-là de tester des choses, avec peut-être une petite allocation journalière ou mensuelle, pour qu'au moins ils se focalisent sur ces projets-là, quoi. Et moi, j'ai déjà plein d'idées sur ce genre de choses dont j'ai déjà discuté avec d'autres personnes avant. Donc, je pense qu'il y a l'opportunité. La question, c'est quelle est la volonté politique et quel est le cadre qui va permettre de ça. Et d'ailleurs, j'allais dire une chose, hein, et ça, c'est peut-être un appel aux gens en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de réguler tout là. Tout est contrôlé là. Il faut laisser un peu de liberté. C'est trop la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce mauvais trait qu'on a peut-être avec la France, c'est de vouloir tout réguler. Là, déjà avec les VTC, avec la FinTech, il y a plein de choses qui viennent là. Ok. Donc, à ce niveau, on peut en parler, mais c'est au niveau des incentives qu'on peut donner au fait, aux startups pour pouvoir au fait, décoller. Par exemple, avec les Startup Act, 5 ans d'exonération et autres. Est-ce qu'il y a réellement d'autres incentives dont on pourrait parler, d'autres exemples d'autres pays dont on pourrait parler et dont la Côte d'Ivoire pourrait s'inspirer ou les pays francophones s'inspirer au fait pour essayer de rattraper leur retard avec le Ghana et le Nigeria par exemple? Je vais parler d'un pays ami depuis très longtemps de la Côte d'Ivoire, le Maroc.
Moi, ce que je dirais simplement, c'est que les décideurs politiques et économiques ivoiriens devraient aller faire un tour au Maroc et comprendre comment ils ont développé leur écosystème, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment est-ce qu'ils ont fait ça, parce qu'il y a un exemple juste à côté. Juste à côté. Et bon, je vais éviter de dire ce que je voulais dire, mais en tout cas, les Marocains sont probablement les gens avec qui il faut travailler, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi des très très bons exemples en Afrique du Sud. Moi, l'écosystème, bon, avec ses défauts, l'écosystème en Afrique du Sud est très très avancé. Et ça aussi, c'est un exemple localement en Afrique qu'il faut aller prendre. Après, évidemment, il y a le Kenya où tout le monde regarde, mais aujourd'hui, je dirais malheureusement, avec la nouvelle gouvernance au Kenya, c'est pas forcément un endroit propice. Il y a des bons exemples quand même là-bas, mais voilà. Évidemment, il y a le Sénégal. Hein. Le Sénégal a fait très bonnes choses dans ce sens-là pour un peu libérer la créativité des entrepreneurs et tout ça. Bon, il y a quelques défauts aussi là-bas. Mais je dirais, les exemples sont là. C'est juste la volonté politique et économique d'aller prendre et apprendre et pour pouvoir y aller. Plus loin, je dirais, il y a des pays comme la Corée du Sud, l'Inde. Il faut même juste regarder le India Stack. Juste ça. C'est incroyable l'India Stack. En gros, je ne vais pas expliquer l'India Stack là, mais je vous invite vraiment à regarder. Voilà. Super. Dans l'introduction, on vous présentait, on a dit en fait que vous avez investi dans pas mal de startups ici en Afrique. Donc, est-ce on aimerait avoir en fait quelques noms? Oui. Et puis, qu'est-ce qui a été l'élément déterminant qui vous a dit, OK, est-ce que c'est la traction? Est-ce que c'est le niveau de maturité de ces startups-là qui ont fait que vous avez investi? Donc, voilà, Ah c'est un ouais. peu ça. Non, ça c'est une très très bonne question. On peut en revenir à ça. Donc, moi, j'étais, parce que je ne fais plus trop de business angel, investissement en tant que BA. J'ai eu jusqu'à 30 startups en portefeuille. Tout investi en Afrique, 100%. Et l'anecdote, c'est que j'ai commencé totalement par hasard à Londres et j'ai investi dans une Ghanéenne qui créait un produit de consommation courante. En gros, l'idée, ça s'appelait Chop-Pot. Et c'était une Ghanéenne à Londres qui disait, mais bon, elle en a marre de manger des sandwichs là, tout babou là. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de manger de la cuisine africaine pendant les repas de midi ou en takeaway? Et donc, son idée, c'était Chop-Pot. Donc, elle faisait des pots qui étaient dans les supermarchés, disponibles à midi, là. On peut aller acheter ça, où il y avait de la nourriture africaine. Donc, imaginez, vous mettez dans un pot attiéké, poisson, filet, poisson braisé, tout ça avec un loco, packagé. Vous prenez ça, vous mettez ça dans le micro-ondes, c'est bon. Et ça, c'est ça qu'elle a fait. J'ai investi dedans et ça a été totalement fou. En gros, au début, elle cuisinait dans son appartement. L'appartement a brûlé. Heureusement, il y avait assurance. On a récupéré tout ça. Elle s'est établie dans dans plusieurs restaurants, enfin plusieurs sites et dans des supermarchés. Ça marchait bien. Après, malheureusement, elle a eu un problème médical. Elle est restée plus de 6 mois à l'hôpital. Plein d'histoires. Finalement, 7 ans après, j'ai eu mon argent. Juste mon argent, sans intérêt, rien du tout. Donc ça, c'était bon. Après, en termes d'investissement en Afrique francophone, l'investissement que j'ai fait, c'est dans des startups au Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, etc., etc. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, je suis investi dans Digitech, qui est une insurtech à Abidjan. Et un certain nombre d'autres, que je ne vais pas nommer ici, vous pouvez voir ça sur Assime Ventures. Je dirais une anecdote importante, c'est que pour moi, il y a 3 choses qu'on regarde. Team, taste and terms. L'équipe, les termes de l'investissement et le taste, c'était pour dire le goût. Dans la mesure où ce que je dis, c'est que c'est pas parce que, et les Nigérians vont me détester pour ça, c'est pas parce que la soupe
enfin les tomates, les oignons, etc., que le jollof ghanéen, c'est le même jollof que le jollof nigérien. D'accord? On connaît. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'une équipe crée un produit ou un service et, et va au marché, essaie de convaincre des utilisateurs d'acheter les produits ou services, que ce sera aussi bon pour moi que pour vous. Donc il y a une adéquation entre l'équipe, ma thèse d'investissement, ma connaissance du marché et le produit et service. Donc c'est ça. Team, l'équipe qui est très important, c'est 80% de ma décision. Et le reste, c'est vraiment, évidemment, je suis un investisseur, je veux acheter bas et vendre haut. Donc les terms de l'investissement sont importants. Mais le taste aussi a un facteur très important parce que je dis toujours aux gens qui sont business angels, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. D'accord? Parce que c'est le risque le plus important. Donc, investissez dans des choses où vous avez une connaissance ou en tout cas une relation, ou prenez des conseillers pour vous aider à bien comprendre de quoi il s'agit avant d'investir en fait. Voilà. Super. Merci. Euh, donc, je pense que tout à l'heure, vous avez parlé de l'équipe. Et je pense qu'on avait fait un épisode là-dessus où on en a beaucoup parlé aussi. Donc, à vous, j'ai envie de demander, qu'est-ce que vous considérez comme une grande, ou on va dire quoi, une bonne équipe de fondateurs? Ça, c'est une question un peu difficile. Alors, je dirais idéalement plus d'une personne. Parce que sinon, c'est pas une équipe. D'accord. D'accord. 2 à 3, c'est bien. Exactement. 2 à 3, c'est bien. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'on analyse, c'est l'adéquation de l'équipe avec le produit, l'adéquation de l'équipe avec le marché. Je vais donner un exemple. Si vous êtes, je ne sais pas moi, spécialiste de la fintech et vous voulez maintenant me dire que vous allez faire une start-up dans la biotech, je vais regarder ça 2 fois. Je dis, ah bon, mais pourquoi? C'est quoi votre expertise sur la biotech? D'accord? Donc, adéquation de l'équipe avec le produit. Et ça va aussi pour la géographie. Je dirais, si vous êtes quelqu'un qui a toujours vécu en Afrique de l'Ouest francophone et vous me dites que vous allez en Afrique du Sud créer une start-up dans la biotech en plus, alors que vous êtes fintech et en Afrique du Sud, je dis, je ne suis pas sûr. C'est compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. Ouais. Donc, adéquation équipe, produit ou service. Adéquation équipe, marché. C'est la même chose. C'est-à-dire que si vous me dites, oui, vous voulez faire un truc dans la biotech, mais vous ne connaissez pas le marché, vous ne savez pas comment les prix se font, c'est genre un problème. D'accord? Donc ça, je regarde. Donc, et surtout, la complémentarité de l'équipe. Parce qu'en fait, la majorité des échecs de start-up, c'est les cofondateurs qui dévient d'objectifs après un certain nombre d'années. Et comment est-ce qu'ils résolvent ça? Donc, recommandation très 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 importante, c'est de s'assurer que vous avez en fait un accord entre fondateurs qui est bien écrit, qui a quoi comme action, responsabilité, etc., etc., de telle sorte que ça c'est marqué noir sur blanc. Et quels sont les rapports entre les cofondateurs? D'accord? Et à partir de là, ça donne beaucoup plus de clarité. Donc, pour répondre encore une fois à la question, c'est vraiment équipe, produit ou service, équipe, marché et l'équipe elle-même, la complémentarité des gens pour réellement résoudre le problème. Si vous faites de la biotech, il faut quelqu'un qui est de la biotech. Quelqu'un qui est plus business development, mais peut-être plus opération, etc. Et ce tout-là, avec les conseillers dans le comité d'administration, etc., doivent donner une vision de, OK, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. En tout cas, ils ont un début de quelque chose et ils peuvent travailler ensemble pour y arriver. Voilà. Ça, c'est super. Toujours pour revenir sur l'équipe, euh, avec le recul que vous avez, est-ce que vous avez une bonne perception, une mauvaise perception des founders, au fait, mm, qui n'investissent pas forcément ou bien qui ne font pas des produits forcément dans leur pays d'origine, qui décident de s'expatrier dans d'autres pays, lancer des business là-bas? Avec votre recul, comment est-ce que vous voyez les performances par rapport à cela? En fait, comme je disais par rapport à l'équipe avant,
il y a quelque chose que j'ai appris au cours des 10 dernières années d'investissement et d'activité sur le continent. Et je n'arrête pas de dire ça depuis maintenant 2 ans, mais je vais le dire encore. C'est pas parce que vous êtes ivoirien qu'il faut venir reconstruire, bâtir une start-up en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être très bon au Cameroun, au Congo, en Afrique du Sud, au Kenya. Vous êtes africain, revenez en Afrique, c'est bien. Revenez à Abidjan si vous voulez. Mais ce n'est pas une obligation. Et ça, c'est quelque chose que veut changer dans la mentalité des gens. Parce que moi, comme ça, là, je vais en Afrique du Sud, je vais à Johannesburg, les gens pensent que je suis Zoulou. Ils me parlent Zoulou. Je vais à Dakar, on me parle Wolof. Je vais à Nairobi, on me parle Swahili, Sisine, on pense que je suis Luo. Donc, ils me parlent Luo. Donc, fondamentalement, on est africain. Donc, pensez à construire votre activité quelque part d'autre. Mais évidemment, avec ce que j'ai dit avant, si vous allez dans un autre pays et vous ramenez votre expérience en banking et fintech, évidemment, on s'attend à ce que vous fassiez quelque chose en fintech au Kenya. Bon, il y a la compétition, mais allez au Malawi, il y a peut-être moins de compétition. Voilà. Donc, ça, moi, je pense que c'est très, très positif. De penser au-delà de son pays. C'est aussi bien de penser à son pays, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut qu'on enlève cette mentalité de limite. Voilà. C'est dans notre mentalité. Voilà. Oh, c'est tellement bien dit. Et j'avais aussi une question au niveau de l'écosystème. Je voulais revenir sur la question que j'avais posée au niveau de l'écosystème ghanéen. On sait en fait que l'un des éléments favorisant un écosystème, c'est le fait qu'il y ait pas mal d'incubateurs. Et voilà, comme Mest Africa, bon, je pense que c'est un des éléments qui favorise quand même l'écosystème, vu que les incubateurs vont former et puis bon, ils facilitent en fait le processus d'investissement. Je crois que Mest Africa s'est implanté au Ghana depuis 2008. Est-ce que vous pensez que ça a joué positivement ça a favorisé en fait l'écosystème ghanéen? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'un pays qui n'a pas beaucoup d'incubateurs ou bien autant d'incubateurs que le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, doit faire pour attirer en fait? Parce que très, très souvent, quand on était au Ghana, Yon Lisegen, qui est Oui, Meltwater, le le CEO, fondateur. Ouais. voilà, le fondateur de Mest, il nous donnait les raisons pour lesquelles il a choisi le Ghana comme pays de lancement. On lui a dit pourquoi pas le Nigeria, qui est plus gros. Il dit en fait que le Ghana, c'est le pays le plus paisible. C'était vraiment le pays le plus paisible. Tu peux lancer un business au Ghana, tu es tranquille. Tu sais que bon, chaque 5 ans, tu n'auras pas des histoires d'élections, tout ça. Donc, quel commentaire vous avez à faire sur ça? Non, mais je pense que c'est important. Alors, moi, j'ai 2 commentaires sur l'écosystème d'incubateurs, accélérateurs et tout ça. Je vais en parler. Et ensuite, sur les aspects macroéconomiques d'un choix d'un pays. D'accord? Donc, je connais très bien Yorn. J'ai interagi beaucoup avec lui au fil des années. Et lui, il a clairement eu un amour du Ghana et a dit, moi, je veux faire quelque chose pour les entrepreneurs en Afrique et basé au Ghana. Et il a mis son argent personnel pour le faire. Je dirais, Mest a été fondamental sur la croissance de l'écosystème au Ghana. Ça, c'est indéniable. Mais je dirais, quand ils ont fait... Alors, tant qu'ils ont fait l'entrepreneuriat en résidence, c'est-à-dire qu'ils font venir des entrepreneurs africains au Ghana et qui les forment et qui travaillent tous ensemble, intégrés et avec une vraie volonté de former des gens qui vont aller faire des choses. Le modèle a changé. Et dans ce changement-là, en fait, ça a enlevé la vraie valeur ajoutée, je trouvais, de Mest. Aujourd'hui, ils font des programmes et tout ça là. Bon, c'est comme ils veulent, mais je trouve que ça a enlevé. En tout cas, ça a aidé à mettre Accra sur la carte d'un écosystème tech. Ça, c'est sûr. Maintenant, je dirais, sur la question de la Côte d'Ivoire et l'opportunité de la Côte d'Ivoire de se positionner aussi dans cet espace-là en Afrique francophone,
C'est clair, il y a une vraie opportunité. Et si ça peut être fait, je pense que ça doit être fait en partenariat avec des universités ou même en indépendant, mais avec un objectif clair. Et je vais vous donner 2 exemples. Un, il y a 500 Startups, qui est 500 que tout le monde connaît, Techstars, les 2 là. Et troisièmement, d'ailleurs, je vais rajouter une entité que j'aime beaucoup, c'est Xavier Niel avec l'école 42. Moi, j'ai entendu parler de plusieurs projets d'école 42 en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ça ne s'est jamais fait. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et après, Techstars et 500 Startups, notamment 500 Startups, ou 500 Global, on doit dire maintenant, j'ai des contacts là-bas. Si quelqu'un veut faire quelque chose en Côte d'Ivoire avec 500 qui va créer, ou Techstars va créer une entité et tout un programme à Abidjan, c'est possible. Mais il faut un engagement d'une entité commerciale, politique, pour les aider à venir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent tous. D'accord? Donc, par exemple, pour que tous ces gens-là viennent, il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir quelqu'un, une entité, un grand groupe industriel, technologique ivoirien, qui disent, nous, on veut effectivement faire un partenariat avec vous. On est prêt à mettre des billes sur la table, une infrastructure pour que ça soit fait et que le programme soit lancé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va aider l'écosystème. Mais s'il n'y a pas cette volonté-là, je pense que ça ne va pas arriver. Je vais finir sur l'écosystème. Moi, personnellement, je pense que on peut avoir 1 ou 2 incubateurs. C'est la qualité de l'incubateur, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas la quantité. C'est la qualité de l'incubateur qui va faire la différence. Et moi, je l'ai vu. Antler, Endeavor, Entrepreneur, il y a tellement de incubateurs, d'accélérateurs globaux qui pourraient être intéressés. Mais il y a aussi la capacité de faire localement, avec toute l'expertise des Ivoiriens internationaux qui peuvent venir et créer une marque proprement africaine pour faire la même chose. Donc la marque est importante. Meltwater n'avait aucune marque dans l'incubation, l'accélération ou la création d'entrepreneurs. Voilà. Donc s'il y a un grand groupe industriel ivoirien qui veut se lancer, prenez l'expertise des Ivoiriens et autres internationaux pour créer ça à Abidjan. Mais c'est une volonté commerciale et politique. Voilà. En fait, ça remet en question beaucoup de choses. Euh, euh, Vu que la majeure partie du temps, lorsque les gens regardent sur la map, ils essaient de regarder dans un pays, il y a combien d'accélérateurs, il y a combien d'incubateurs, il y a combien de coworking space disponibles dans le pays. Je se dis, OK, voici au moins le nombre, une estimation du nombre d'entrepreneurs que je peux avoir dans ce pays-là, ou bien le niveau de maturité, déjà même dans ce pays-là, au niveau du business. Donc, je pense que c'est vraiment à cause de quelques petits aspects. Non, mais En fait, je pense que ouais. si j'avais je viens de dire, pas une anecdote, mais comme une comparaison, si tu vois l'écosystème avant M Studio et après M Studio, il y a vraiment une grosse différence entre, tu vois. Donc, je pense que ça rejoint vraiment le point de monsieur Oui. Tahuya, parce que, en vrai, s'il y a de la qualité, on devrait pouvoir, en fait, finalement, avoir, bon, on va dire, l'écosystème qu'on recherche. Absolument. Et pour renommer M Studio, moi je les avais approchés quand ils étaient en train de le mettre en place et tout ça pour un peu mieux comprendre comment ils allaient faire, etc. Moi je me dis, mais pourquoi il n'y en a pas au moins 3 ou 4 autres, mais vraiment dirigés par des Ivoiriens et autres. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'ailleurs qui va venir faire ça chez nous? Je me considère un peu Ivoirien aussi. Mais... Vous avez parlé d'Anono, donc vous connaissez bien Abidjan. Pas que Abidjan. Oui. Donc, à ce niveau-là, euh, essayez de comprendre un peu, essayez d'avoir en fait l'anecdote de vous, en fait, d'un souvenir que j'ai pu avoir en fait avec des fondeurs francophones et que vous ont marqué en fait. Peut-être une attitude, une manière de gérer des situations de crise, ou même une manière de pitcher différemment un produit. Une anecdote en fait, à ce niveau-là. Ça c'est... Alors,
il y a deux choses qui se passent. C'est que, je dirais, on attire ce qu'on veut voir. Ouais. C'est ça qui se passe, je pense. Moi, les entrepreneurs francophones avec lesquels j'ai interagi, hommes ou femmes, ont souvent été le type d'entrepreneur que je recherche. Donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à la question parce que je sais que je suis biaisé. C'est quelque chose auquel je fais attention en fait. D'ailleurs, pas beaucoup de gens le savent, mais moi, quand les entrepreneurs envoient leur candidature sur mon site, assumeventures.com, je leur demande de faire un test de personnalité. Ils m'envoient en fait le résultat du test de personnalité. Ça m'aide à comprendre, ok, quel est le type de personne. D'accord ? Et donc, c'est un peu ça. Je pense que les entrepreneurs francophones en général sont moins pushy, agressifs que les entrepreneurs anglophones. C'est culturel. D'accord ? Après, la qualité ou comment les entrepreneurs francophones se présentent est très très différente. Et je vais vous donner juste une anecdote d'ailleurs. La différence que j'ai vue, c'est que souvent les entrepreneurs francophones tendent à être plus formels dans leur présentation. Plus en chemise, costard, cravate, des choses comme ça, plus formels que les anglophones qui vont être en t-shirt, un peu plus start-up, Silicon Valley Star, d'accord ? Voilà, hoodie, voilà, les hoodies et tout ça là, exactement. Donc, je pense qu'il y a un peu de différence là. Après, sur la présentation, donc le parler, la chose comme ça, comme je disais, hein, je pense que il y a toujours une différence. Et moi, je suis juge à des compétitions. Là, je vais aller à Londres pour l'Académie royale d'ingénierie anglaise et tout ça. Je dis toujours aux gens, je veux faire la différence entre le message et le messager. D'accord ? Le message peut être très bon, mais le messager pas très bon. Il faut essayer de comprendre la différence. Surtout, nous, dans nos cultures africaines, on n'est pas forcément éduqués à être très agressif et tout ça dans la manière de dire « Ah, c'est beau, on est des super champions, on va conquérir le monde. » C'est pas dans notre attitude. Et donc, il y a ça aussi. De l'autre côté, le messager peut être très bon et le produit très nul. Mais ça, il faut travailler dessus. Et c'est ça, c'est toujours la différence que j'essaie de faire pour m'assurer que il y a une sorte de comment on appelle ça en français encore, level playing field, en fait, voilà. On remet tous à niveau, quoi. C'est ça, voilà, on remet tout à niveau. Ouais. Super. En tout cas, notre épisode tire vers sa fin. Mais vous avez parlé de message et de messager. Ça me rappelle en même temps les chapitres de storytelling qu'on avait lorsqu'on était à Mest. Donc, est-ce que vous pensez que Parce qu'on sait que dans le monde anglophone, c'est fake it until you make it. Ils font ça tellement bien, ils savent vendre le produit. C'est-à-dire, ils dépensent autant d'énergie dans la vente du produit que dans la conception du produit. Oui. Mais est-ce que vous pensez que les francophones sont conscients de ces enjeux-là lorsqu'ils pitchent? Alors, pas toujours d'ailleurs, parce que je pense que généralement, dans la mentalité d'éducation francophone, on est plus éduqué à justifier, aussi bien en maths, en langue, etc., avec l'argumentaire, les 3 boulets de pointe, tout ça là. C'est vrai. Moi, j'étais éduqué en France, je connais tout ça là. Alors que dans les pays anglophones, on est beaucoup plus directement à la solution avec les étapes clés, mais il y a moins de blabla autour. Et je pense que ça reste aussi dans la manière de penser et de présenter les choses. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que pour les entrepreneurs francophones, là où il faut arriver, c'est parfois vendre un produit avant de l'avoir construit. C'est pas logique, mais c'est ça en fait parce qu'en gros, on teste verbalement un produit et si les gens veulent l'acheter, donc on peut le construire parce qu'on sait qu'on peut le construire rapidement. Surtout avec l'ère de l'IA, la machine learning, etc. Je pense que c'est ce qu'il faut faire de plus en plus. C'est-à-dire tester un produit sur le marché
itérer jusqu'à arriver à un moment où tu dis, ok, c'est ça, ce produit-là qui va marcher, c'est ça qu'on va construire. Alors qu'on est éduqué à construire et aller vendre un truc qu'on a construit, mais personne ne veut acheter. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Par exemple, je vais donner un dernier exemple là, c'est combien de fois j'ai juste créé un site internet, j'ai acheté le nom de domaine, j'ai créé le site internet, et je dis, ah tiens, ce truc-là est disponible. Et je reçois les ordres. Je dis, ah bon, ok, il y a un marché là, je vais faire. C'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Je pense que là, je vais essayer de vous poser une petite colle. Il n'y a pas de problème. Je me demandais, vous, de votre regard aujourd'hui de VC, de financier, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'aide, on va dire health tech et tout ce qui est medtech. Mais en termes d'industrie que vous voyez réellement, j'ai envie de dire, boomer dans les prochaines années en Afrique, quelles sont ces industries-là que vous voyez? C'est pas une colle, parce que j'y pense beaucoup. Je dirais tout ce qui permet de créer des jobs à guillemets moindre coût en Afrique pour le monde. Donc, tout ce qui est BPO, Business Process Outsourcing, les gens ils en ont marre d'aller en Inde. C'est ici qu'il faut faire. Pareil pour les pays francophones, pareil pour les pays anglophones. Il faut se réveiller rapidement tout ce qui est automatisation. Donc, tout ce qui est fabrication locale, mais avec beaucoup d'automatisation dessus. D'accord? Outsourcing de process, local manufacturing, tout ça là, pour moi, c'est l'avenir. Et vendre les talents africains à l'international. Donc, s'il y a une chose que je dirais à toute personne qui m'écoute, formez-vous massivement à tout ce qui est machine learning, IA, etc. aujourd'hui, notamment tout ce qui est prompt engineering, etc. Parce qu'en fait, coder maintenant, c'est même plus la peine d'essayer. Les ordinateurs font ça pour vous. Maintenant, c'est prompt engineering, comprendre la structure des données, data science, machine learning, IA, etc. dans tout domaine que ce soit, en fait. Dans l'éducation, l'industrie, la biotech, l'agriculture, les énergies non renouvelables, l'éducation, tout ça là, ça va servir. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais. Et la cybersécurité. Cybersécurité, important. Mhm. Super. Donc, je voulais vous laisser l'opportunité de parler de Jazz Reef Venture pour parler un peu de ce fonds-là, que vous avez cette venture, et de ce que vous attendez au fait des futurs fondeurs qui voudront au fait rejoindre euh, votre cabinet. Merci, merci. Donc, ce fonds d'investissement aujourd'hui, donc on a enlevé du fonds 2, qui a un objectif de capitalisation de 50 millions de dollars. Et on veut vraiment être une plateforme d'investissement pour la santé, aussi bien tech que non-tech. Donc aujourd'hui, si vous êtes une clinique spécialisée dans l'urologie, le cancer, les fistules, pas un hôpital général, et que vous avez besoin de financement, on va regarder ça. L'objectif de ce nouveau fonds, c'est de pouvoir investir entre 2 et 4 millions de dollars dans des structures physiques, mais des cliniques spécialisées. L'autre partie du fonds va continuer à investir dans des startups dans la technologie, digital, medtech, biotech, avec évidemment une grosse valence pour l'IA. Et les entrepreneurs, nous, on les attend dans plusieurs choses, comme j'ai mentionné, l'équipe, la décision équipe-marché, et la taille du marché et les opportunités de créer en fait de retour sur investissement et de l'impact dans la santé. Je voudrais en profiter aussi pour mentionner ma chaîne YouTube aussi, Tales of an African CEO, où on interview, on fait des entretiens avec des entrepreneurs dans tout secteur de l'économie en Afrique. Tales of an African CEO. Super, super. Donc, en tout cas, c'était vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Merci aussi. Ce fut quand même 1h30 assez enrichissante. On a appris beaucoup de choses parce que nous-mêmes, nous sommes aussi des jeunes entrepreneurs, des jeunes start-upers. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir, à partir de notre petite expérience, partager, promouvoir l'écosystème start-up ici à Abidjan.
parce qu'on pense il y a quelque chose à faire et on espère que on aura l'occasion de vous rencontrer physiquement lorsque vous serez à Abidjan. Ah bah, On avec veut même plaisir. vous inviter, hein. On a, Ah, pas de problème, je vais vous manger à checker. ouais, on veut vous inviter. Ce sera vraiment un honneur pour nous. Merci beaucoup pour Donc l'invitation si, et c'était très bien de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Et j'espère que je pourrai vous inviter sur mon podcast aussi. super, hein. Super. Donc je sais pas si vous avez un dernier mot pour qu'on puisse clore l'émission. Le dernier mot, c'est que je travaille activement pour créer un fonds au Ghana pour les personnes de moins de 35 ans, donc les jeunes. Et je serais très intéressé de voir si on peut faire la même chose en Côte d'Ivoire. Parce on est cousins, si c'est pas des frères, comme je dis. On est à côté. Super. Voilà. Allez, merci à vous. Merci Portez-vous bien. beaucoup et puis passez une bonne journée. Au revoir.